Bonjour à tous et bienvenue dans notre cinquième atelier EC. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les 4 actions clés pour enchanter vos collaborateurs et clients. Je m'appelle Frédéric Tillard et je suis expert comptable associé dans un cabinet indépendant situé dans la baie du Mont-Saint-Michel. J'ai fondé le label Copilote en 2011. Le label Copilote accompagne 40 cabinets indépendants de taille moyenne, entre 10 et 100 collaborateurs. Et nous avons lancé il y a quelques mois Au-delab, qui est un projet mené par Cyril de Grillart et qui s'adresse à des cabinets de taille inférieure à 15 collaborateurs. Et déjà, 12 cabinets à ce jour ont rejoint ce projet alors qu'il est né il y a seulement 2 mois. Le label Copilote donc, rassemble des cabinets indépendants, je vous le disais, et des cabinets indépendants qui se ressemblent autour de 4 objectifs. Donc, échanger et partager, recruter et fidéliser, développer votre cabinet, mais également économiser grâce à nos offres partenaires. Aujourd'hui, je suis accompagné par 4 consultants partenaires du label Copilote qui se présenteront successivement tout à l'heure. Et je remarque que vous êtes déjà plus de 50 à nous avoir rejoints, donc continuez à vous connecter et bienvenue à tous. Alors, pour des raisons pratiques, quelques petites consignes sur l'animation de cet atelier. Vos micros et vos caméras resteront coupés pour des raisons pratiques et nous vous encourageons, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un atelier interactif, à interagir avec nous grâce à l'onglet chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant pour nous poser des questions. Et tout au long de l'atelier, nous répondrons au fur et à mesure à vos questions. L'atelier traitera du sujet de l'expérience client, comme le titre l'indique, mais également celui de l'expérience collaborateur. Et chacun de nos invités vous présentera les facteurs de réussite. Et comme c'est une valeur du label Copilote, vous délivrera aussi des contenus opérationnels immédiatement utilisables dans votre cabinet indépendant. Et nous illustrerons chacune des bonnes pratiques qui seront présentées par des expériences concrètes et des témoignages de consoeurs et de confrères qui ont été enregistrés préalablement à l'atelier en vidéo. Enfin, en fin d'atelier, nous vous livrerons un guide téléchargeable qui vous aidera à passer à l'action et nous vous conseillons de rester donc jusqu'à la fin de l'atelier pour pouvoir en bénéficier grâce à un lien de téléchargement. Alors, place au début de l'atelier maintenant. Comme on le dit souvent en matière de communication, on dit que la communication interne, celle vis-à-vis de l'équipe, précède la communication externe, celle des clients et des partenaires. Et afin de suivre donc cet ordre logique, on va d'abord traiter du sujet de l'expérience collaborateur. Alors sur ce sujet, on accueillera successivement Émilie Moulin et Mélissa Demandre qui donc contribueront à cette première partie. Et Émilie, tu es la première à entrer en piste. Alors je vais t'inviter à te présenter tout d'abord. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Moulin. Je suis responsable RH du cabinet d'expertise comptable Copilote. Et puis, parallèlement à ça, j'ai créé aussi ma structure d'accompagnement RH en m'associant aux 4 experts comptables, à savoir Jérôme Fleury, Adeline Potier, Marie-Hermine Tillard et Frédéric Tillard, ici présents. Et donc, je traverse la France entière pour aider les cabinets d'expertise comptable dans la gestion de l'humain et donc pour animer notamment des formations managériales et développer le RH dans les cabinets. Bienvenue Émilie et heureux de ton implication active dans cet atelier. Donc, tu vas aborder aujourd'hui le sujet du management et particulièrement celui de la formation des managers, comme tu viens de nous l'indiquer. Et avant de nous livrer tes conseils, tout cela en détail, je te propose de livrer un indice au sujet de l'autodiagnostic, puisque vous avez tous reçu un petit questionnaire et vous avez été nombreux à y répondre. Donc, on va débriefer ce petit questionnaire rapidement, intervenant par intervenant, et ça permettra à chaque cabinet présent et participant de se benchmarker. Alors, on va passer au débrief. Voilà. Donc, question posée, parmi vos managers, quel pourcentage ont reçu une formation managériale? Alors, je vais te laisser commenter les réponses, Émilie, et puis nous fournir un éclairage.
Alors du coup, la réponse c'est 30%, vous le voyez à l'écran directement. Donc on va dire que c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il faut savoir que par rapport aux statistiques qui ressortent, c'est que 8% des managers dans les cabinets sont formés au management. Donc de voir qu'il y a 30% de vos collaborateurs et de vos managers qui sont formés dans vos cabinets, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle, puisque du coup, ça veut dire qu'il y a 70% de vos managers qui ne sont pas formés non plus. Et alors que devenir manager, c'est un vrai cap, c'est un défi. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de se former. Et pourquoi c'est important? Il y a 4 raisons à ça. C'est que la première raison, c'est que, que manager permet de monter en compétences. La deuxième, c'est que ça permet aussi d'améliorer la productivité et d'avoir du résultat. La troisième, c'est que ça booste l'engagement et la motivation. Et la quatrième, eh bien, c'est que pour relever les défis du management et les nouveaux défis du management, qui se veut maintenant bienveillant, authentique, le fait de s'adapter au changement, eh bien, du coup, pour ça, il faut se former. Et pour terminer, c'est qu'il faut savoir aussi que 70% des départs en entreprise sont liés à la relation managériale. C'est une stat qui fait réfléchir sur le taux de turnover et sur la fidélisation des collaborateurs, qui, là, est la spécialité de Mélissa, elle vous en parlera juste après. Bien, Émilie, donc tu travailles dans le secteur de l'expertise comptable depuis quelques années. Quel constat as-tu fait depuis ton arrivée dans ce secteur? Eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que dans vos cabinets, dans les cabinets de manière générale, on a d'excellents chefs de mission en termes de technique. Mais que par contre, quand ils sont nommés managers, eh bien, ils sont pris au dépourvu parce qu'ils ne savent pas manager. Et souvent, on a tendance à dire bon technicien égale bon manager. Or, c'est faux, puisque ça n'a rien à voir. Et on ne naît pas manager, on le devient. Donc, pour ça, il faut que vos chefs de mission soient formés au management. Et le risque de ça, c'est que si vous donnez cette mission de management à votre chef de mission qui est dans votre cabinet depuis des années, cette nouvelle mission de manager peut lui faire peur et peut lui faire perdre confiance en lui, ce qui risque de le faire partir et de ne plus le fidéliser du coup. Merci. Alors, quelles solutions existent pour les cabinets? Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, vous, en interne, ce qui est important, c'est déjà d'allouer un temps managérial. C'est-à-dire que nommer quelqu'un manager ou même vous encadrer un manager sans forcément lui consacrer du temps, ça risque d'être compliqué derrière. Il faut pouvoir le suivre et il faut pouvoir avoir du temps pour pouvoir manager. Dans un second temps, vous pouvez aussi mettre des choses en place dès aujourd'hui. C'est-à-dire que manager, souvent on a tendance à dire, voilà, je te nomme manager et puis en gros, débrouille-toi. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir cadrer aussi ces managers, leur donner des bonnes informations liées à leur mission pour qu'ils ne soient pas dans le flou. À savoir, où est-ce que s'arrête par exemple leur prise de décision, quel est leur rôle auprès des collaborateurs, comment l'aider à mettre en place une nouvelle organisation. Autre chose, ça peut être les leviers pour fluidifier la communication aussi entre lui et ses collaborateurs, et puis aussi entre vous et le manager et les collaborateurs. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, il y a aussi le fait de former vos managers. Donc, il n'est jamais trop tard pour se former. Hein. Même un manager qui est nommé manager depuis des années peut encore se former, bien évidemment. Et donc, on peut passer par des parcours de manager pour les experts comptables, pour les chefs de mission. Notamment, ce que moi, je propose, c'est de pouvoir partager ce parcours manager et de voir dans un premier temps les fondamentaux de la relation managériale. Et puis, via SS First, qui est un outil de développement de la personnalité, on peut mieux se connaître aussi pour mieux manager, donc travailler sur ses soft skills, sur les talents managériaux de chacun, les limites aussi de leurs talents, parce qu'on a tous des limites et heureusement. Et puis, le fait de mieux se connaître permet aussi de mieux connaître l'autre et donc d'aller encore plus loin. En gros, l'objectif de tout ça, c'est les aider à prendre du recul sur leur propre équipe pour déterminer qui a des compétences en termes de manager et puis quel niveau de formation aussi peut avoir chaque personne susceptible de devenir manager. Très bien, mais écoute, je crois que pour illustrer tout ça, tu nous as préparé un petit témoignage en vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter? On va le lancer. Exactement. Donc, j'ai eu la chance d'interviewer Mathilde Guignard, qui fait partie, qui est experte comptable dans le cabinet Axe 3. Et donc, je suis intervenue chez eux donc, pour ce parcours manager dont je vous parlais juste avant. Et voilà, elle a accepté de faire un ravissant témoignage. Parfait. Écoute, on va l'écouter. Hello Mathilde, comment vas-tu? Bonjour Émilie, très bien et toi? Eh bien écoute, je vais bien, je te remercie, ravie de te retrouver. Bon, rapidement, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton cabinet s'il te plaît? Alors Mathilde Guignard, expert comptable chez Axe 3, un cabinet de taille moyenne, 30 collaborateurs environ et 3 associés, donc Édouard et Guillaume, mes 2 associés masculins.
Alors, on a pris contact fin 2021 et on a abordé pendant cette prise de contact le fait de former vos managers, enfin vos chefs de mission au management. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient et d'où ça vous est venu cette envie de former vos chefs de mission? Écoute, un grand scoop pour toi, nous sommes des experts comptables un peu débordés. Et donc, on s'est un petit peu remis en question sur notre façon de travailler, notre organisation. On s'est dit que nos chefs de mission étaient, peut-être un peu plus des super collaborateurs, plus techniciens que les moins expérimentés et que si on voulait vraiment en faire des chefs de mission qui nous épaulent, qui nous aident à encadrer et ben, le mieux c'était peut-être de leur donner les clés et d'où l'idée de cette formation. OK, super. Et du coup, la formation, elle s'est déroulée sur le premier semestre 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes les thématiques de la formation? Mmh. Oui, elle s'est déroulée en 5 jours, donc 2 jours, 19 et 20 mai, juste après la saison, sur les fondamentaux du management. Donc là, on te les a donnés, un petit peu en vrac et puis 2 jours fin juin sur, le thème de mieux se connaître pour mieux manager avec ce qui leur a donné l'occasion de faire un test de personnalité et c'était vraiment très chouette. Et du coup, il y a eu une restitution aussi sur la dernière journée à laquelle vous avez participé également. C'est ça? Exactement, tu fais bien de le rappeler. Et du coup, quel changement vous avez constaté depuis cette formation auprès de vos chefs de mission? Alors écoute, le changement sur leur façon d'encadrer déléguer, c'est encore un peu court puisque, les vacances sont passées par là depuis fin juin. Mais, un changement majeur, c'est qu'entre eux, il y a vraiment, eu un déclic. Ils ont appris à se connaître. Ils nous l'ont d'ailleurs restitué, du coup, ça a créé un genre d'émulation pour, notre équipe de management, donc ça, c'est très chouette et puis vraiment, ça a débloqué chez eux les aspects communication, ils viennent nous voir bien plus facilement qu'avant pour nous dire des problèmes de l'équipe. C'est comme si ça avait libéré, la parole chez Axe 3. Super. Et du coup, si tu devais, résumer cette formation en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais du coup? Alors, Émilie, dynamique comme toi, inclusive, donc bienveillante, autrement dit, et concrète, puisque ça leur a donné des vrais outils. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage. Merci à vous 3 pour votre confiance et puis je te dis à très bientôt. Merci Merci à toi, Mathilde. Émilie, et donc on recommande. Parfait, super. Bah, écoute, Émilie, maintenant, ce que je te propose, c'est de nous délivrer ton conseil prioritaire, en fait, hein. Quel serait ton conseil que tu pourrais adresser à nos participants qui sont désormais très, très nombreux à nous avoir rejoints? Eh bien, le premier conseil, c'est déjà qu'il est indispensable de former vos managers parce que ceux-ci sont les piliers opérationnels et les garants de l'application de vos stratégies au sein des différents pôles de votre cabinet. Donc, comme le monde professionnel évolue constamment, eh bien, il y a une formation en entreprise qui peut permettre en fait d'enrichir vos managers et qui seront plus stimulés, plus valorisés. Et en bonus de ça, ils feront bénéficier de ces bonnes ondes qu'ils auront vécues dans les formations à leur équipe et qui seront à leur tour productives et harmonieuses. Donc voilà mon conseil le dernier conseil que je pouvais vous donner. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on va compléter donc le sujet de l'expérience collaborateur en sollicitant Mélissa à son tour. Alors, est-ce que à ton tour, Mélissa, tu peux te présenter? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Mélissa Demandre, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et mon domaine d'expertise, c'est plus tant la comptabilité qu'aujourd'hui les comptables, les collaborateurs, ce que j'aime appeler les richesses humaines qui constituent nos cabinets parce que je fais des interventions sous forme de séminaires, de formations dans toute la profession, que ce soit au niveau des instances, des organismes ou directement des cabinets, principalement autour de la fidélisation. Bienvenue Mélissa. Bah, écoute, aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler de la fidélisation des collaborateurs du cabinet. Et donc, je crois que c'est le moment de nous livrer un second indice sur l'autodiagnostic et le sondage auquel vous avez répondu. Voilà, moi je voulais savoir en fait combien de personnes en termes de pourcentage restaient plus de 5 ans dans vos cabinets. Et dans les réponses que nous avons reçues, a priori, on a un chiffre. Alors, ça a été pas toujours évident de faire une moyenne compte tenu de vos réponses. Par contre, j'ai pas le PowerPoint. qui s'affiche, ouais. Oui. Mais c'est 27%. 27%, ça fait moins du tiers qui reste plus de 5 ans. Alors, à la fois, ça peut paraître assez peu, mais j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal dans la mesure où, si je prends mon expérience personnelle, je suis jamais restée 5 ans dans un cabinet. Il y a des cabinets où je suis pas restée plus d'1 an.
Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de fidélisation, on ne peut pas s'imaginer que les gens vont rester toute une vie. Heureusement, il y en a dans nos cabinets, il y en aura encore, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que 5 ans, c'est déjà bien et que quelque part, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à nos collaborateurs pendant ces 5 ans qu'ils n'auraient pas fait en une année. Et la question de ce chiffre, c'est pas comment on les interprète. Churchill, il disait, il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc la question, c'est pourquoi en fait ils partent. Et c'était la deuxième question que j'ai voulu vous poser, c'est de chercher un petit peu les raisons. Et elles peuvent être très diverses. Dans ce que vous avez répondu, il y a un vrai sujet autour de la charge de travail, de la période fiscale, de la difficulté de notre vie quotidienne en cabinet. Je pense notamment par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont répondu que les gens partaient en entreprise. Si on peut avoir, je n'ai pas la main sur la deuxième... La slide suivante, oui. La slide suivante. Le fait de partir en entreprise, la slide précédente, entre deux. On va y arriver. Le fait de partir en entreprise, en fait, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que derrière, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent pas en cabinet et que les collaborateurs pensent trouver en entreprise. Or, quand on leur pose la question, finalement, est-ce qu'en entreprise, ils trouvent l'épanouissement, la diversité de travail? Non, par contre, ils vont trouver un salaire, une charge de travail un peu moins lourde, peut-être beaucoup moins de stress, du fait de moins de délais, moins d'échéances, et encore que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de challenger. Donc, pour moi, il y a un vrai sujet, c'est communiquer, parce qu'en fait, la fidélisation va commencer par la communication. Ok, je crois qu'on avait une question dans le chat, Mélissa, c'est une question d'Émilie Robin qui posait la question, le chiffre est potentiellement biaisé par la croissance folle du secteur, donc c'était sur la question juste précédente. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, je suis d'accord parce qu'il y a aussi une vraie inversion par rapport à quelques années quand nous, on était collaborateurs, du fait qu'aujourd'hui, le pouvoir, et on va en rediscuter, il s'est inversé puisque en fait, les salariés ont la possibilité, étant donné le manque de collaborateurs dans les cabinets, de se permettre de faire de la cavalerie pour aller chercher toujours un plus gros salaire ou toujours des meilleures conditions de travail. Donc, le chiffre peut être biaisé, mais dans tous les cas, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on trouve le chiffre biaisé. Il n'empêche que c'est une réalité. Les gens ne restent pas parce que derrière, il faut un certain nombre de critères pour faire rester et d'éléments qui vont permettre de fidéliser. Le salaire, on va en reparler. Les conditions de travail, je l'ai déjà évoqué, mais ça peut être aussi, et à mon sens, tout le travail est là, ce qu'on leur propose vraiment concrètement en cabinet. Ok, super. Écoute, Mélissa, j'ai envie de te poser une question. C'est que tu vas nous parler de fidélisation, mais est-ce que la fidélisation, ça coûte cher? Alors souvent, on me dit oui, ça coûte cher parce que fidélisation égale augmentation de salaire, égale prime, égale de nouveaux avantages. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir différemment. C'est-à-dire que chaque année où on va conserver un collaborateur, on économise en fonction de son profil entre 7 et 15 000 euros en frais de recrutement, pour le cabinet de recrutement, en frais de formation, en le fait que la personne ne sera pas nécessairement opérationnelle tout de suite. Donc, en fait, ce qui fait qu'on pense que la fidélisation coûte cher, c'est que c'est deux budgets distincts. C'est-à-dire qu'on va avoir le budget augmentation de salaire prime, et puis on va avoir un budget recrutement qui est complètement à part. Et quand il s'agit d'un recrutement, ça ne dérange personne de rajouter 4 000, 5 000, 7 000 euros pour un cabinet de recrutement. Ça ne dérange personne de devoir former la personne parce qu'effectivement, on n'avait pas de profil qui correspondait à notre recherche, donc on est nécessairement obligé de le former et donc de payer. Les deux budgets étant distincts, à aucun moment on se dit mais si en fait j'avais peut-être, alors sans dire de faire une augmentation de 5 000 euros, mais de couper la poire en deux pour avoir déjà ce geste de dire bah oui, en fait on fait une augmentation qui correspond peut-être pas à celle que tu attendais, mais qui fait qu'aujourd'hui on est aussi obligé de garder une certaine homogénéité dans le cabinet. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés il y a 5 ans, le marché n'était pas le même et qu'aujourd'hui quand vous rentrez avec des compétences moindres, vous avez un salaire équivalent et concrètement ça vient mettre des gros coups de canif dans la fidélisation des personnes qui sont arrivées il y a 5-10 ans, qui ne comprennent pas, si elles sont encore là, qui ne comprennent pas pourquoi, en fait, les petits jeunes, ils arrivent, on a beau leur dire que le marché n'est plus le même et qu'aujourd'hui, les prix ont flambé, c'est quelque chose qui, matériellement, n'est pas entendable parce que, en fait, ils voient que leur capacité de travail n'est pas la même, que leur implication n'est pas la même et que les connaissances qu'ils ont techniques ne sont pas les mêmes.
Effectivement. Alors, en dehors de la partie salaire, hein, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un collaborateur reste fidèle au cabinet? Alors, moi, j'ai bien une idée, mais le truc, c'est que ma réponse n'engage que moi avec mon passé de collaborateur. Ce qui sera sûrement pas la même raison pour laquelle tes collaborateurs auront envie de rester. En fait, encore une fois, j'invite les gens à aller communiquer et leur poser la question. Pourquoi? On a parlé de l'argent. L'argent, c'est un vrai sujet. Pourquoi l'argent, c'est un vrai sujet? Parce que derrière, c'est une stratégie qui permet aux collaborateurs de répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'avec de l'argent et avec un bon CDI, je peux acheter une maison. C'est cool parce que les gens, ils aiment faire des projets. Et en fait, le salaire qu'ils vont avoir dans un cabinet, c'est en fait une stratégie pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir faire des loisirs, profiter de leur temps libre. D'où je reviens au sujet, si j'ai pas assez de temps libre en cabinet, en fait, c'est peut-être pour ça que je vais partir en cabinet, parce que j'ai peut-être une passion très, très forte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les collaborateurs ont des besoins à nourrir. Et s'ils n'arrivent pas à nourrir leurs besoins au sein du cabinet, à travers des projets cabinet, à travers des événements cabinet, ben, ce qu'ils vont faire, c'est aller les chercher ailleurs. Et en fait, le cabinet va se résumer à « j'ai besoin d'un salaire qui me permet derrière de pouvoir répondre à mes besoins, parce que j'ai de l'argent ». Mais à mon sens, il y a bien d'autres moyens de nourrir les besoins de nos collaborateurs. Typiquement, je reprends mon exemple, j'ai quelqu'un qui est passionné de sport et donc d'échanger avec lui, ben voilà, c'est-à-dire c'est une passion, tu joues, oui, et puis je suis très investie dans l'association de mon club sportif, j'ai décidé d'être le trésorier, tout ça. Ah ouais, mais enfin, ça veut dire qu'en plus, tu as une vraie appétence au niveau des associations. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de développer des missions spécifiques dans le sport et que quelque part, ça soit toi qui devienne le responsable du pôle sport? Alors, je dis le pôle sport, ça pourrait être un peu le jeune entreprise innovante parce que la personne, elle s'est passionnée d'énergie renouvelable et qu'elle a envie de travailler sur des structures comme ça. C'est simplement d'aller chercher là où en fait la personne, elle va être curieuse, elle va avoir envie de mettre son énergie. Et finalement, on va vite se rendre compte que c'est plus tant une question de salaire parce que si le collaborateur a des projets, derrière, il va avoir un terrain de jeu au cabinet pour les développer et donc pour nourrir ses besoins. Très bien, c'est également souligné par Patrice qui nous indique effectivement dans le chat, la fidélisation ne se fait pas que financièrement. Donc effectivement, il appuie sur tes propos. Vous êtes en phase. On a également une question ou une réflexion de Annie qui dit difficile de rester plus longtemps quand le manager fait progresser ses collaborateurs alors qu'il reste lui-même en attente d'une reconnaissance de poste. Ouais. Dans ce cas-là, soit il arrête de faire progresser ses collaborateurs, soit il s'en va. Ouais. Donc, je pense que c'est un cas qui Ouais, peut et puis c'est l'effet des neurones miroirs, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à se projeter parce qu'on voit bien que lui, il s'investit et qu'il n'a pas de reconnaissance. Donc, en fait, le collaborateur, il se dit, mais moi, je peux toujours m'investir. En fait, j'aurai jamais la reconnaissance. Donc, il percute vite que si c'est s'investir pour rien, et derrière, il va tout de suite se sentir utilisé, abusé. Alors, le mot est fort, hein, mais je pense qu'on a des collaborateurs qui ont vraiment ce type de sensation très forte, de sentir qu'on les a utilisés. Et donc, c'est pour ça qu'on revient à toute la stratégie inverse. Donc, en fait, non, c'est pas moi qui vais être utilisé par le cabinet, c'est moi qui vais utiliser le cabinet pour servir mes intérêts. Et ça peut se comprendre. En fait, il faut vraiment réfléchir dans une logique gagnant-gagnant. Ok, très bien. Alors, en matière de fidélisation, alors par quoi on commence si on veut? Alors, moi, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de passer à l'action. Quoi que vous décidiez, il faut que l'objectif il soit atteignable, c'est-à-dire réalisable et fixé dans le temps. Et on peut commencer par quelque chose de simple. Il vaut mieux même commencer par quelque chose de simple. Ça met en confiance, le cerveau est davantage prédisposé. Ça peut être, je mets en place une prime d'ancienneté. On n'est pas obligé d'avoir une prime d'ancienneté pour les gens qui ont 20 ans. Mais s'il n'y en a pas pour les gens qui ont 20 ans, quel message on renvoie à ceux qu'on espère faire rester ne serait-ce que 5-7 ans? Ça peut être, j'organise un séminaire pour au moins communiquer avec les gens, dégrossir, savoir ce dont ils ont envie, ce qu'ils aimeraient faire au cabinet. Ça peut être aussi, comme je le disais, leur donner la possibilité de créer leur propre mission ou leur package de missions à travers les assos sportifs, par exemple. Donc, fixez-vous un objectif et puis faites une première action, un premier pas et ensuite les actions suivantes suivront, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Alors, je crois qu'à ton tour, tu nous as préparé aussi un petit témoignage en vidéo. Est-ce que tu peux nous le présenter avant qu'on le diffuse?
Oui, c'est un cabinet dans lequel je suis intervenue pour faire un séminaire, j'appelle ça d'implication parce que pour moi, en fait, il y a vraiment, un grand intérêt à impliquer les collaborateurs dans la stratégie. Alors pour certains confrères, ils vont se dire: «Mais ça va pas ou quoi?» Ça, c'est le domaine de l'expert comptable. Pascal nous en parlera ou peut-être qu'il n'aura pas le temps tellement il a de choses à nous dire. Il y a différents piliers hein, quand on entend le cabinet et quand je parle de stratégie, les gens pensent tout de suite à pilotage. Et je ne suis pas en train de vous dire de mettre vos collaborateurs dans le pilotage. Je suis juste en train de vous dire qu'à un moment, la stratégie, elle est commune. C'est-à-dire, on a envie de faire de l'amélioration continue, on a envie de développer le cabinet, ok. Mais en fait, à un moment, on ne peut pas le faire sans les collaborateurs. Donc, les impliquer, c'est aussi leur permettre de se dire, bah voilà, on a des projets pour le cabinet, et on a besoin de vous, on a envie que vous veniez avec nous. Donc, c'est ça l'idée de ces séminaires, c'est de créer une impulsion collective dans lesquelles les collaborateurs sont acteurs. Ok, c'est chouette. Bah, écoute, on va écouter le témoignage ensemble. Merci. Olivier, bonjour. Tu es Olivier Sanchez, le dirigeant fondateur de Terre de Conseil. Je suis ravie de t'avoir avec moi. J'aimerais recueillir ton ressenti sur en quoi le fait d'organiser un séminaire d'implication, ce que tu as fait au mois de février, participe à la fidélisation de tes équipes. Bonjour Mélissa, je suis ravi d'être là. Alors pour répondre à ta question, ça fait des années que notre cabinet, qui est un petit cabinet situé en Haute-Marne, hein, dans une petite ville de quelques milliers d'habitants, a une organisation plutôt en avance, disons, en tout cas plutôt originale, avec des dossiers qui sont complètement dématérialisés et une organisation par groupe avec un peu pyramidale, mais qui fonctionne très très bien. Là, depuis quelques temps, comme on peut le voir au niveau de la profession, il y a eu beaucoup de changements, le Covid qui est passé par là, et on a été amené à vouloir engager des modifications, notamment sur les outils, ce qui a forcément impliqué tous les collaborateurs, et on sentait un peu de réticence par rapport à tous ces changements, hein, ce qui est complètement normal, complètement humain. Et on a senti la nécessité de faire ce séminaire d'implication justement pour qu'ils puissent complètement s'imprégner de ces changements, éventuellement y donner des directions complémentaires, parce qu'eux sont sur le terrain au quotidien en train d'utiliser tous ces outils. Et le fait de faire ce séminaire nous a beaucoup aidé justement dans l'optimisation de tous ces changements, dans le fait de le faire accepter par les équipes qui ont participé à un certain nombre de décisions qui ont été prises. Ok. Alors, quels sont les changements que tu as notés à l'issue de ce séminaire et jusqu'à maintenant par rapport à l'intervention? Alors, les changements ont été assez notables, hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'image, c'est un petit peu celle du GPS. Globalement, le GPS, ce serait la direction et c'est celui qui donne justement la route à suivre. Simplement, comme ça a pu nous arriver à tous, parfois le GPS nous envoie à un endroit complètement erroné, ridicule, hein, avec une route barrée, une route inondée, etc. Donc c'est celui qui est derrière le volant qui a justement la main pour dire non, même si le GPS me dit d'aller là, je ne vais pas y aller parce que c'est ridicule, hein, et qui donne justement la direction à suivre sur certains points. C'est complètement ce qui s'est passé avec le séminaire d'implication, où le fait de leur laisser la main réellement, hein, de leur laisser vraiment un choix, de leur donner la parole et d'écouter leurs propositions a vraiment été complètement différenciant dans toute cette mécanique de changement. On a senti une ambiance totalement différente, un engouement complètement différent. Voilà, ça nous a permis d'avancer mieux, d'avancer plus vite et finalement d'aboutir à notre objectif beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Ok. Bon, je ne vais pas te demander pourquoi tu le recommanderais, je pense qu'on l'a bien compris, mais alors, à qui et quel type de cabinet, quelle typologie de cabinet tu recommanderais ce type de séminaire d'implication? Alors, compte tenu des changements actuels, voilà, tout le monde, plus ou moins, se pose la question de comment faire évoluer son cabinet, etc. Et je dirais que de manière, de toute façon générale, les ressources humaines, c'est une science où on est perpétuellement comme ça en pleine évolution. Le fait, quand on a des changements un petit peu notables à opérer, d'impliquer l'équipe, de resserrer les troupes, de
mieux gérer les interactions entre les uns et les autres est vraiment fondamental. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui font des team building, etc. Ça, c'est très à la mode. Donc, un barbecue, un repas, etc., c'est très bien. Mais ce genre de séminaire, c'est aussi très, très important. Même s'il ne s'agit pas de démocratie participative, totalement. Il faut toujours qu'il y ait un commandant de bord. Et c'est aussi la demande des équipes qu'à un moment donné, faut trancher complètement, mais de prendre en compte les propositions, d'interagir les uns avec les autres, d'écouter quelles sont les difficultés du voisin par rapport à une opération qui est faite, c'est vraiment, je dirais, nécessaire pour quasiment tout le monde. Donc, à qui on pourrait le recommander? Pratiquement tous ceux qui prennent en compte leurs ressources humaines, qui veulent évoluer positivement ou qui sont dans une phase de changement. Donc, ça fait beaucoup de monde. Ok, bon, j'en conclus que c'est pas le nombre qui fait foi, c'est l'envie. Je te remercie Olivier pour ce témoignage et pour ton temps. Je te dis à très bientôt. Parfait. Écoute, Mélissa, pour conclure, quel serait ton conseil prioritaire? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos participants aujourd'hui? Alors, c'est un peu dans la même veine que ce que j'ai dit en commençant. Pour moi, fidélisation, ça va de pair avec la communication. J'ai beaucoup insisté sur le volet communication interne. Après, quand vous faites des choses comme ça, des séminaires, ou que vous mettez en place, que vous faites un parcours manager, comme l'a fait Émilie dans certains cabinets, faites-le savoir. C'est-à-dire que oui, en interne, on le sait et c'est très bien, mais c'est quelque chose dont vous pouvez parler en externe et qui va vraiment apporter ce côté rayonnement au cabinet, qui va prouver que voilà, non seulement vous avez des valeurs, que ce soit la bienveillance, mais en fait, elles sont appliquées par des faits et elles sont mises en évidence par des faits. Mais ça, c'est plutôt le domaine de Victor. Donc, je vais gentiment lui laisser la parole parce que la communication externe, c'est un métier. Merci beaucoup, Mélissa. Justement, Avec très bon plaisir. puisque on va te proposer, Victor, à ton tour, puisque tu vas nous parler à la fois d'expérience collaborateur et d'expérience client. Oui. J'imagine que tu vas nous parler aussi du digital, qui est ton métier. Et donc, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être ici. Je me présente donc Victor Viau, je suis le gérant de l'agence web marketing Impact Digital, qui accompagne à la fois les entreprises et les cabinets dans leur démarche de communication sur le web. On accompagne et on met en œuvre des actions de communication précises pour développer à chaque fois l'activité selon des objectifs. Donc, ça peut passer par le référencement sur les moteurs de recherche, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux et bien évidemment les campagnes publicitaires dont on va pouvoir parler après, notamment pour la partie recrutement. Voilà, et on intervient main dans la main, soit avec le ou la chargé de communication au sein du cabinet, ou bien directement avec l'expert. Très bien, merci pour cette présentation, Victor. Alors, c'est le moment de livrer un troisième indice extrait de l'autodiagnostic et du sondage auquel vous avez participé. Donc, si on va l'afficher à l'écran pour que tu puisses nous dire. Alors, c'est un petit peu après, la slide suivante, sans doute. Si on peut tourner les slides, je ne sais pas, j'ai un souci. Voilà, c'est parfait. On y est, super. Alors, la question était donc, quelles sont les actions menées ou à mener pour améliorer l'image du cabinet sur le web? Alors, vous êtes 100% à avoir dit oui, il faut faire de la communication digitale pour conquérir de nouveaux clients et pour faire du recrutement. Donc ça, il y a plus de surprise aujourd'hui, et encore moins depuis le Covid. On retrouve parmi les actions menées par les différents cabinets plusieurs choses. On a les indicateurs sur le cabinet, donc deux indicateurs qui sont importants, les avis clients et les avis collaborateurs. On a également une partie communication sur les réseaux sociaux et ensuite le reste qui est plutôt une partie cohérence en termes d'image, c'est-à-dire par rapport aux actions que vous menez au sein du cabinet, comment elles se reflètent dans votre image sur le web. Et ça, c'est une partie importante, notamment dans la démarche de recrutement, puisque on va le voir après, on va distinguer les actions en fonction des objectifs. Et l'image du cabinet sur le web, c'est important pour pouvoir convaincre et recruter. Donc, si j'ai bien compris, tu penses que la communication peut nous servir à la fois à faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs et l'attractivité, et en même temps aussi les nouveaux clients, c'est ça? Exactement. Donc, on va distinguer un peu les deux. On va regarder ensemble quelles actions on va mener pour
plutôt conquérir de nouveaux clients et quelles actions mener pour les nouveaux collaborateurs. Ok, parfait. Bah justement, donc, ton métier, c'est notamment le digital. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 terrains de jeu du digital? Alors, moi, je regroupe en 3 terrains de jeu. Donc, on retrouve la partie site internet, où évidemment, c'est la vitrine du cabinet. Et là, on a déjà une idée de cohérence de ce qui se passe au sein du cabinet. Donc, il faut que ça puisse se refléter sur le site internet. C'est là aussi où on va pouvoir proposer, packager les offres pour les clients. Ça, c'est le premier terrain de jeu. On a un deuxième terrain de jeu qui est très important, notamment pour la conquête de nouveaux clients. Donc là, on commence à aller vers des actions différentes en fonction des objectifs. La conquête des nouveaux clients, ça va essentiellement se jouer pour les cabinets, sur les moteurs de recherche. Je ne dis pas qu'on met de côté le reste, mais c'est un endroit où si on met les efforts, on peut avoir des résultats assez rapidement. Donc, les moteurs de recherche et donc le positionnement du cabinet sur les suggestions de recherche. Quand je tape expert comptable plus le nom d'une ville, eh bien, on a tous envie d'être dans les premières positions. Vous avez tous envie d'être dans les premières positions pour attirer de nouveaux contacts. Et enfin, on a le troisième qui sont les réseaux sociaux, où on va pouvoir communiquer, parfaire l'image du cabinet. Et là, on va plutôt s'orienter recrutement aujourd'hui, puisque c'est sur les réseaux qu'on va pouvoir aller également chercher les profils de candidats. Très bien. Justement, sur les profils de candidats, comment est-ce que la communication digitale peut-elle attirer de nouveaux profils de candidats? Parce que je crois que c'est un besoin très, très fort en ce moment dans la profession. Ouais, alors donc, comme le disait Mélissa, beaucoup de problèmes de production et turnover des effectifs. Moi, ce que je vois régulièrement dans les cabinets que j'accompagne, j'identifie 4 leviers. Donc, il y a une partie cooptation, donc l'aspect financier. Il y a une partie, donc pour le recrutement, pardon. Donc, dans un objectif de recrutement, je vois 4 leviers ou actions clés. Il y a une partie cooptation, donc mettre en avant un aspect financier intéressant. Il y a le recrutement au sein des salons, donc participer au salon pour montrer le cabinet et essayer d'attirer des candidats. Faire appel au cabinet de recrutement, où là, c'est plutôt un gain de temps et ce sont des chasseurs de tête qui vont aller chercher les candidats pour les cabinets et qui vont pouvoir proposer des profils intéressants. Et enfin, on retrouve une 4e partie qui est la communication digitale, puisque le cabinet peut aussi, lui, de son côté, communiquer sur les réseaux, sur ses offres d'emploi, donc pour pouvoir essayer de recruter des candidats également. Et on se rend compte que finalement, la communication digitale, parmi ces 4, c'est une autre action clé complémentaire sur laquelle le cabinet peut jouer et sur laquelle on aide des cabinets. Ok, donc sur laquelle il va utiliser la diffusion de sa marque employeur, voilà, Exactement. Ouais. Comme le font de nombreux cabinets du label, notamment ceux qui sont regroupés au sein du Lab Recrute. Page de publicité. En ce qui concerne donc les actions justement qu'il faut réaliser sur le web, pourquoi mettre en œuvre ces actions et décider de monter en compétence soi-même ou de faire monter ses collaborateurs en compétence sur ces sujets? Alors, donc moi j'ai plusieurs exemples. D'abord pour la partie partie cohérence. Donc cohérence de l'image du cabinet sur le web. Si vous voulez, moi j'ai l'exemple d'un cabinet qui a instauré le télétravail au sein du cabinet. Donc 7 collaborateurs, dont 2 qui étaient 2 femmes enceintes qui venaient d'avoir un enfant. Et c'est vrai que donc on touche d'un côté l'aspect fidélisé, puisque ça a arrangé tout le monde, notamment ces 2 personnes. Et on est aussi sur l'image du cabinet, on est sur un aspect différenciant, puisque le cabinet pratique le télétravail. Il a été généralisé auprès de toute l'équipe. Et donc, c'est déjà des éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir convaincre dans les offres d'emploi qu'on va aller publier sur les réseaux sociaux. Si je prends l'autre extrême, et je crois que Mélissa en parlait également, si un cabinet propose une offre d'emploi dans laquelle il y a des avantages financiers et du télétravail, alors que finalement, en interne au cabinet, ce n'est pas encore généralisé et eh bien, les personnes qui sont là depuis le plus longtemps n'ont pas eu forcément les mêmes conditions au départ, eh bien, finalement, on est sur peut-être un écart entre l'image qu'on veut montrer du cabinet sur le web et la réalité terrain.
c'est-à-dire que vous allez peut-être frustrer les équipes et aussi la personne qui va candidater, elle va peut-être être surprise que finalement ce ne soit pas généralisé auprès du cabinet, qu'elle ait eu droit à quelques avantages. Voilà. Mais ça, c'est l'exemple un peu extrême. Donc, c'est important que le cabinet puisse refléter ces aspects différenciants, ces pratiques au sein du cabinet, ce qui va le différencier, et également avoir des arguments pour convaincre les candidats vis-à-vis de la concurrence qui, elle, par exemple, pratique du télétravail, propose un aspect financier intéressant, etc. Donc, il y a une image à développer, à orienter recrutement pour les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a un autre exemple que j'ai. Donc, par exemple, c'est un cabinet qui pensait que en simplement publiant une offre d'emploi sur LinkedIn ou sur un post sur les réseaux sociaux, eh bien que toute sa communauté voyait cette offre d'emploi et finalement n'avait aucune candidature ou très peu. En fait, souvent, on pense qu'en publiant, tout notre réseau voit sur les réseaux sociaux ce qu'on a publié, et ce qui est faux. C'est comme ça que marchent les réseaux. En fait, vous publiez un post, il est diffusé à une dizaine de personnes. Si l'algorithme voit que ces 10 personnes réagissent bien, il va le diffuser un peu plus largement et ainsi de suite, un petit effet boule de neige. Mais ça n'atteindra jamais, même avec un effet boule de neige, la totalité de la communauté, sauf si ça devient complètement viral. Inversement, si le post s'il n'y a pas de réaction sur le post, eh bien l'algorithme va complètement le shunter et le masquer. Donc, quand vous publiez une offre d'emploi, si on n'a pas accès à des campagnes publicitaires méticuleusement ficelées, eh bien vous n'allez pas soumettre cette offre d'emploi auprès de votre cible. Vous allez penser que oui, mais finalement, votre cible ne va pas voir cette offre d'emploi, vous n'allez pas pouvoir la diffuser. Et donc, vous aurez très peu de résultats à la suite de cette action. Donc, c'est important aussi de déclencher avec des campagnes publicitaires. Très bien, merci Victor. Je crois que toi aussi, tu nous as préparé un petit témoignage. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter avant qu'on le diffuse? Oui, alors j'ai eu le plaisir d'interviewer Issa, donc qui a la particularité d'avoir un cabinet au Gabon, donc également avec beaucoup de problématiques de recrutement et de conquête de clients, puisque un contexte qui rend ses objectifs difficiles. Et donc Issa a eu de super résultats. On a travaillé ensemble et donc il a eu de bons résultats, que ce soit sur l'aspect recrutement et l'aspect conquête de nouveaux clients. Et on est exactement dans la communication sur les réseaux sociaux et le référencement sur les moteurs de recherche. Bien, écoute, on va l'écouter, Victor. Je suis Issa Yomenou, expert comptable associé au cabinet Lead Finance and Advisory. Le cabinet est basé à Port-Gentil au Gabon, en Afrique centrale. Actuellement, je suis le seul associé au cabinet et on a 7 collaborateurs. Sur la conquête des clients, bien sûr, parce que la communication digitale permet de positionner le cabinet, de me positionner comme étant un cabinet expert qui est en capacité de pouvoir accompagner des clients sur différents sujets. Au niveau recrutement des collaborateurs, au niveau des réseaux sociaux, sur la stratégie mise en place au niveau de la communication digitale permet également d'attirer, parce que dès lors que on communique de façon permanente sur les réseaux sociaux, cela permet d'être visible, d'augmenter la notoriété du cabinet et de faire savoir finalement à des potentiels candidats que cet endroit, c'est un endroit idéal où on peut travailler. Donc, du coup, moi, ce que je constate, c'est que lorsque je fais généralement des publications sur LinkedIn, notamment, où je suis plutôt actif, généralement, à la fin des publications, je reçois des CV pour des demandes d'emploi à chaque fois. Sur la partie conquête de nouveaux clients, j'ai mis en place plusieurs actions. Il y a la partie Google My Business. On a travaillé ensemble. On a travaillé sur la page de Google My Business, et avec la demande d'avis qu'on a faite auprès des clients,
les avis ont fait en sorte que finalement, la page Google My Business soit plutôt bien placée. Aujourd'hui, je suis plutôt en numéro 1 dans tout ce qui est recherche expert comptable. Gabon, cabinet d'expertise comptable. Donc, ça a été la première action. La seconde action, c'est sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Là-dessus, c'est une communication qui a été mise en place à travers du contenu utile pour le grand public qui vise à le sensibiliser sur les sujets qui sont les nôtres. Et la troisième partie, c'est sur la partie référencement. On a travaillé sur la partie site Internet. En termes de nouveaux clients, notamment, on a travaillé au départ sur le programme de formation. La communication sur les réseaux sociaux a permis de faire entrer quand même pas mal de clients au niveau formation, les formations qu'on a animées, notamment en début d'année. Et il y a des contacts qui ont été noués après les formations visant à les transformer finalement en clients récurrents au niveau du cabinet. On en a pas mal là qui sont en cours. Sur le recrutement, principalement, c'est sur les réseaux sociaux. Sur le storytelling, généralement, que je fais au niveau de LinkedIn, cela permet au final d'attirer en fait des potentiels collaborateurs qui m'envoient des CV. Pour la petite histoire, au cabinet actuellement, sur les 7 personnes embauchées au cabinet, on en a 3 qui ont été recrutées sur la base de LinkedIn. Parfait, donc merci beaucoup pour ce témoignage. On a une question dans le chat pour toi, Victor. Hein. La question est une question d'Isabelle qui indique quels sont les critères d'un poste de qualité sur les réseaux sociaux? Bon, la question est vaste. Je dirais Issa, c'est vrai que aujourd'hui, si vous allez consulter son profil, Issa Yomenou, on le voit, il y a énormément de réactions autour de ses posts et d'engagement. Je pense que il y a une histoire de storytelling, donc dans le déroulé textuel, description du post et dans les images choisies. Je pense que ce qui marche bien, c'est plutôt les photos qui reflètent vraiment l'image du cabinet, ce qui s'y passe. Ça permet aussi à ceux qui passent sur le poste de se projeter. Et comme on le disait, les réseaux sociaux, c'est plutôt pour le recrutement. Donc, je dirais que c'est important de montrer un peu ce qui se passe au cabinet pour aider les personnes à se projeter. Ok, super. C'est ce qu'on appelle, nous, au niveau du label du contenu chaud. En fait, effectivement, on ne va pas avoir un contenu type information technique sur le métier. Voilà, ça va être plutôt un contenu vraiment sur de l'actualité, sur ce qui se passe vraiment dans le cabinet. On a l'impression d'être à l'intérieur quand on lit le post. Alors, donc, ça va être le moment maintenant que tu nous livres ton conseil prioritaire à ton tour. Donc, moi, pour la partie recrutement, je travaillerai en 2 étapes et c'est comme ça que je travaille avec les cabinets. Il y a une partie travailler sur le convaincre. Donc, on analyse les offres d'emploi et les éléments différenciants du cabinet et on s'assure que les images, enfin l'image en tout cas que donne le cabinet sur les réseaux sociaux est orientée recrutement. Une sorte de cohérence. Ensuite, travailler sur le atteindre, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'une fois que vous publiez une offre, eh bien, il faut qu'elle soit affichée auprès des bonnes personnes. Donc, pour cela, soit vous avez une communauté très élargie et des posts qui réagissent beaucoup, qui apportent beaucoup de visibilité. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Si ce n'est pas le cas, on fait appel aussi quasi systématiquement à des campagnes publicitaires pour justement diffuser le plus largement possible ces offres. On a travaillé sur le convaincre, on travaille sur le atteindre la cible et normalement, là, vous avez maximisé vos chances d'avoir des candidats. Ça, c'est pour la partie recrutement. Deuxième partie pour le cabinet sur la conquête de nouveaux clients. Eh bien, moi, j'axerai les efforts sur le référencement dans les moteurs de recherche, puisque aujourd'hui, c'est là où les clients vont aller chercher principalement le cabinet. Et ils vont aussi voir, par exemple, la fiche Google My Business, on en parlait, mais les avis sur un cabinet, ça, c'est extrêmement important, plus le référencement sur le site, etc. Voilà.
Merci Victor, on est absolument convaincu que les avis clients et les avis collaborateurs sont des indicateurs vraiment très, très importants puisqu'on les mesure dans tous les cabinets du label Copilote déjà depuis plusieurs années. C'était au départ l'idée d'un collaborateur il y a de nombreuses années et on en a fait des critères de mesure de performance. Alors, merci beaucoup. On va accueillir Pascal Viau. Donc, Pascal, écoute, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour à toutes et à tous, ravi d'intervenir lors de ce bel événement organisé par le label Copilote. Donc je suis diplômé d'expertise comptable, mais non inscrit au tableau de l'ordre, personne n'est parfait. Et j'accompagne depuis une vingtaine d'années donc des cabinets et interviens auprès des instances ordinales sur les thèmes du marketing, de la vente et d'une manière générale de la stratégie du cabinet. Je suis également auteur d'ouvrages, donc 5 rédigés ou co-rédigés pour le CNO, dont le fameux guide du marketing pour les cabinets, rédigé en 2015. Et puis, j'anime également donc, des conférences et des formations au sein de cabinets. Parfait, merci pour cette présentation. Beaucoup te connaissent déjà, mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'enrichir la mission client et donc c'est le moment de nous livrer de vous livrer un 4e indice qui est toujours issu du sondage auquel vous avez participé. Donc, on va le découvrir ensemble. On va afficher le PowerPoint. Alors, en attendant qu'il s'affiche, je peux déjà en dévoiler les résultats. Voilà, donc sans surprise, je m'attendais même à 0%, mais sans surprise, votre cabinet a-t-il structuré un plan vente ou de conquête de nouveaux clients? Alors, je rappelle qu'il y a 5 axes pour développer le chiffre d'affaires d'un cabinet. Donc, je mets de côté la croissance externe, l'augmentation des honoraires annuels, ainsi que la facturation du gratuit, même s'il y a plusieurs points de croissance interne à aller chercher. Et donc, les 2 axes principaux pour développer le chiffre d'affaires du cabinet, c'est 1, la vente de missions aux clients existants et 2, la conquête de nouveaux clients. Donc, lorsqu'on parle d'un plan vente-conquête ou d'un plan commercial, peu importe comment on l'appelle, en général, on recouvre l'un de ces 2 axes ou ces 2 axes. Alors, traditionnellement, donc, les cabinets sont toujours très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et donc, lorsqu'on leur pose cette question, on s'approche parfois dangereusement de 0%. Dans la réalité, les cabinets, bien évidemment, font de la vente comme M. Jourdain faisait de la prose, de Molière. Vous faites de la vente, vous générez du chiffre d'affaires. Et je crois d'ailleurs pouvoir affirmer qu'aujourd'hui, cette problématique de chiffre d'affaires n'est pas la problématique principale des cabinets. Ok, je crois qu'on avait une deuxième question qui était relative à ce sujet, avec notamment ça sur le chargé marketing, oui, c'est ça. Oui, la deuxième question, elle était, est-ce que vous avez au sein de votre cabinet une personne, alors soit une personne dédiée, formée à cela, soit un collaborateur qui a éventuellement envie de toucher à autre chose qu'à la seule comptabilité ou au seul social ou au seul juridique. Et donc, 30%, 3 cabinets sur 10 disent qu'ils ont un ou une chargée marketing. Alors, sachant que le marketing repose l'offre, la communication, la vente, là aussi, il me semble que le pourcentage est un petit peu sévère, mais ce qui démontre que petit à petit, ce presque gros mot qu'est le marketing ou la vente commence à prendre corps dans les cabinets. Parfait, écoute, moi j'ai envie de te poser la question, en fait, puisque tu observes la profession depuis quelques années, et en particulier une mutation de cette profession, puisque je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les mutations que tu vois en ce moment? Alors, l'environnement est sans cesse changeant, et quel que soit le nombre d'expériences des gens qui nous font l'honneur de nous écouter, nous constatons tous que d'une année sur l'autre, rien n'est finalement statique. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de mutations qui impactent plus ou moins les secteurs d'activité. Et en ce qui concerne la profession comptable, il y a des mutations, la profession n'en manque pas. Dès lors que l'on parle en marketing de relations clients, on peut constater donc effectivement qu'il y a 3 types de mutations. Il y a la mutation numérique, bien évidemment, celle à laquelle vous ne pourrez pas de toute façon échapper, et tous les cabinets se sont mis en ordre de marche pour respecter les délais 2026, on verra bien s'ils sont tenus. Ensuite, il y a bien évidemment la problématique que j'appelle RH, la problématique des ressources humaines. Alors celle-ci, elle est en train de prendre un petit peu tout le monde de vitesse.
elle n'est pas propre à la profession comptable. Vous avez de nombreux secteurs d'activité en France où l'on constate la même pénurie de main-d'œuvre, la restauration, les hôpitaux, l'école. On a l'impression que tous les secteurs d'activité ou presque sont touchés. Et puis donc, il y a une troisième marketing qui est une troisième mutation, qui est la mutation marketing, c'est-à-dire que c'est un défi majeur pour le cabinet, au même titre que le sont les deux premières. Je rappellerai juste qu'une mutation, puisqu'on pourrait rajouter bien évidemment les mutations réglementaires, concurrentielles, etc. Je rappelle juste qu'une mutation, par définition, est incertaine et également incertaine dans son amplitude. Incertaine dans sa réalisation et incertaine dans son amplitude. Si l'on prend la loi Pacte-CAC, par exemple, en 2018, elle devait s'adosser à une loi Pacte expertise. A priori, cette loi Pacte expertise serait dans les cartons. Est-ce que néanmoins, on va la sortir des cartons en 2023, 2024, 2025, on verra bien ce qu'en dira le législateur. Et s'il la sort, quelle sera l'amplitude de cette mutation? Est-ce que ce sera par exemple un doublement des seuils de la micro ou au contraire des seuils de la micro ramenés à 500 000 euros, comme ça a pu être le cas dans certains pays européens, auquel cas, bien évidemment, l'impact sera très important sur, en moyenne, les 60% de dossiers en tenue de comptabilité que les cabinets ont. Merci. Écoute, le numérique et les RH sont des mutations évidentes. Le marketing, parfois moins. On a fait partie des éclaireurs dans ce domaine-là. Mais est-ce que tu peux nous réexpliquer en quoi est-ce important pour la profession? C'est important parce que c'est mon métier. Donc, bien évidemment, je prépare les gens qui participent à cette réunion à se convaincre que c'est important. Non, blague à part, c'est important tout simplement parce que le marketing recouvre 3 choses. Et c'est bien expliqué dans le guide du marketing que vous pouvez télécharger sur BiblioWorld. Premièrement, c'est l'offre de mission du cabinet. Donc, la réflexion marketing porte sur l'évolution de cette offre au regard des autres mutations. Donc, comme j'ai parlé de mutation numérique et de mutation RH, il est évident que cette évolution du, sinon tout numérique, plus de numérique, et cette évolution de raréfaction de la main-d'œuvre invite bien évidemment les cabinets ou vont inviter les cabinets à faire évoluer leur offre de mission. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est la communication. Alors la communication, je crois que ça a été effectivement détaillé précédemment, c'est-à-dire qu'on sent que les besoins du client évoluent, ils veulent une information peut-être plus utile, plus à jour, surtout plus rapidement, et sur n'importe quel type de support, par exemple le téléphone mobile. Mais on s'aperçoit que la communication, et Victor l'a rappelé, touche également la cohérence entre ce que dit le cabinet et ce qu'il fait. C'est le dicton, ce que vous faites résonne tellement fort à mes oreilles que je n'entends pas ce que vous me dites. Donc cela veut dire qu'il doit y avoir, et quelqu'un dans le chat parlait d'authenticité, et j'aime ce terme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une authenticité entre ce que le cabinet dit et ce que le cabinet fait. Et Émilie disait tout à l'heure, à juste titre, le management ne se décrète pas, c'est-à-dire qu'il s'apprend. La communication ne se décrète pas, elle s'apprend. Ce qui est encore plus important, me semble-t-il, c'est qu'il y ait une parfaite cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Sinon, ce sera totalement contre-productif. Vous allez séduire la personne, le collaborateur au premier abord, et bien évidemment, vous aurez une désillusion par la suite. C'est exactement la même chose en vente. En vente, on dit aux gens qui ne sont pas très familiers avec la vente, attention à la survente. La survente, ça consiste à promettre monts et merveilles. Simplement, si vous promettez la lune, il va falloir aller la décrocher après. Et vous aurez beau expliquer que finalement, elle était plus haute que prévu et que vous êtes quand même monté à la cime de l'arbre le plus haut de la forêt, vous n'aurez pas été décrocher la lune et ça posera problème si vous l'aviez promise au client. Et puis, le troisième aspect du marketing, après l'offre et la communication, au sens promotion de l'offre, eh bien, c'est la vente. Et là, je suis d'accord avec Mélissa lorsqu'elle dit que c'est un sujet central dans la conduite du cabinet. Alors, il me semble qu'il y a eu un petit léger malentendu tout à l'heure sur le facteur motivationnel de la rémunération. Alors, je vais vous donner mon avis personnel. Je ne sais pas qui a inventé cette absurdité, me semble-t-il, que la rémunération n'était pas un facteur motivationnel. Je ne dis pas que c'est le facteur motivationnel. Vous avez bien évidemment des gens
qui donneront plus d'importance à d'autres aspects que la rémunération. Mais dire que la rémunération n'est pas un facteur motivationnel, je pense que c'est tout simplement dire ce que l'on a envie de dire ou de s'entendre dire. Donc, la rémunération est un facteur motivationnel. Et j'étais vendredi dernier avec un cabinet de pratiquement 1500 collaborateurs, un associé d'un cabinet de près de 1500 collaborateurs, et il me disait, nous avons décidé unilatéralement d'augmenter tous nos salaires de 5%. Et il rajoute, nous le faisons parce que nous en avons les moyens et que nous considérons que c'est un facteur motivationnel à la fois pour fidéliser et pour attirer. Ce qui pose bien évidemment une question essentielle, qui est que pour augmenter les rémunérations, je ne parle pas des augmentations individuelles, je parle d'une politique salariale augmentée, eh bien cela veut dire que le cabinet en a les moyens. Et pour qu'il en ait les moyens, à ce moment-là, cela suppose qu'il s'en donne les moyens et que donc le prix, qui est une variable d'ajustement, je ne vais pas vous faire l'affront de prétendre vous l'apprendre, mais qui est une variable d'ajustement très importante de la rentabilité, faut-il encore que le prix soit augmenté ou optimisé. Donc on en revient encore une fois à un challenge, un défi, une priorité marketing, dès lors que la vente fait partie du process marketing, qui à un moment va permettre effectivement de s'ajuster, de s'adapter aux autres mutations que sont le numérique avec ses impacts sur l'offre de mission et que sont également les RH au niveau donc de la difficulté que les cabinets ont aujourd'hui à fidéliser et ou à attirer. Ok Pascal, merci. Écoute, est-ce que tu penses en ce moment que le fait de jouer sur le levier prix, ça ne présente pas un risque? Alors, le profit est dans le risque, d'accord? Donc, si on ne veut pas de profit, il ne faut pas courir de risque. Mais en ne courant pas de risque, on n'aura pas de profit non plus. Donc, je ne crois pas, enfin, je ne crois pas. Je pense qu'avec certains clients, bien évidemment, ça va présenter un risque et peut-être même que cela va avoir des conséquences dommageables en termes de perte de clients. C'est possible. Mais je pense que la situation actuelle des cabinets les pousse au contraire, ou les motive, ou devrait les motiver à repenser leur politique de tarifs, pas nécessairement avec tous les clients, mais avec certains d'entre eux. Ça fait pratiquement 20 ans que je professe, que je recommande les segmentations de portefeuille client. Il s'agit à un moment de segmenter le portefeuille client. Vous pouvez faire une segmentation très simple, ABC par exemple. Vous avez vos clients A qui sont des clients clés que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça représente 10-15% des clients en nombre. Et donc, vous allez mener des actions spécifiques de fidélisation et de satisfaction des besoins de ces clients. Ne vous trompez pas, quand je dis des actions spécifiques, c'est en général des actions de vente de mission, puisque derrière la vente d'une mission, il y a la satisfaction d'un besoin. Donc, redonnons à la vente ses lettres de noblesse, la vertu qu'elle mérite. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le ventre mou de tout portefeuille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Boston Consulting Group. Là, vous avez 70-75% de vos clients en nombre qui ne deviendront jamais des superstars. Les anciens cabinets ont là-dedans des pépites, c'est-à-dire des clients dont les honoraires sont très élevés. On regarde la prestation réalisée, qui peut être une prestation bien évidemment de grande qualité, mais dont la rentabilité est très élevée. Gardez-les, bichonnez-les, puisque ceux-là, on sait bien que lorsqu'ils partent, parce qu'ils cessent leur activité, par exemple, ils sont difficiles à remplacer et on remplace rarement, sinon jamais, un client par un nouveau client. C'est plutôt par 2 ou 3 nouveaux clients pour atteindre le même niveau de chiffre d'affaires. Et puis après, vous avez un troisième segment, le C. Alors le C qui ne veut pas dire éjecter, mettre dehors, mais plutôt à recadrer. Voilà, des clients avec lesquels vous ne pouvez plus continuer à faire ça. Alors il y a une vraie incohérence culturelle dans les cabinets qui est d'un côté de reconnaître que l'on manque de temps pour mener certaines réflexions prioritaires, pour mener certaines actions sur des clients, pour packager, marketer correctement telle ou telle offre, pour la produire bien évidemment. Et puis de l'autre, donc, ces clients qui sont très souvent des clients chronophages et rarement d'ailleurs très, très rentables, sinon ils ne seraient pas nécessairement dans les C. Donc, il y a matière à les recadrer. Mais recadrer, ça ne veut pas dire faire partir, même si bien évidemment, l'hypothèse d'un recadrage est possible. Et donc, à un moment, je trouve tout à fait cohérent lorsque l'on a une capacité de production
qui est insuffisante, de rencontrer ces gens-là et leur dire « nous ne pouvons pas continuer comme ça, peu importe l'origine de l'erreur, de votre part, de notre part, peu importe, ça ne solutionnera rien de philosopher dessus pendant 107 ans. Donc, nous allons essayer de repartir sur de nouvelles bases. Voilà nos nouveaux process, notamment numériques. Voici ce que l'on vous demande de faire. Voici ce qu'on ne veut plus faire. Et donc, voici éventuellement le niveau d'honoraire que nous vous proposons. » Et encore une fois, il faut s'attendre à ce que la personne résiste, ce qui est logique, puisque vous êtes en train quelque part de changer les règles du jeu. Mais après tout, ça fait partie également de la mission des dirigeants d'une entreprise que de savoir conduire et gérer ce genre de moments inconfortables. Merci. Tu accompagnes, je crois, des cabinets justement dans la mise en œuvre de ce levier prix et tu nous as préparé un témoignage. Donc, alors, ce témoignage, oui, c'est un cabinet que j'ai eu en formation sur la spécificité de l'augmentation du prix et que j'ai suivi ensuite individuellement pour l'aider à le mettre en œuvre. On va l'écouter. Alors, donc, je possède donc un cabinet 100% indépendant puisque je suis le seul associé et je travaille aujourd'hui avec 14 personnes, 3 services, un service comptable, un service social et un service juridique. Alors, pourquoi on a décidé d'augmenter les tarifs? Notamment déjà, pour revaloriser une partie des travaux qui étaient faits par l'ensemble de l'équipe et qui n'étaient pas facturés à sa juste valeur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait plusieurs missions sur lesquelles on était plus en Mali qu'en Boni. Ça, c'était effectivement le deuxième point. Et le troisième point, c'est-à-dire que c'est un peu comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé, c'est qu'à un moment donné, tu te prends le temps, tu analyses ton bilan et tu te rends compte que tes seuils qui étaient bons il y a 2 ans, il y a 3 ans, aujourd'hui, c'est plus les mêmes, ton taux de rentabilité, c'est plus le bon non plus, et que ça fait longtemps que tu n'as pas retravaillé l'ensemble de tes chiffres. Et tu te rends compte qu'effectivement, ce que tu factures aujourd'hui, tu n'es plus du tout en adéquation avec ce que tu devrais facturer. Donc, à un moment donné, il y a eu une revalorisation totale au niveau des prestations et au niveau de la tarification de chacun, que ce soit le service comptable, le service social et le service juridique, et ainsi que les missions de l'expert comptable. Alors, donc le réajustement d'honoraires, je l'ai annoncé lors du rendez-vous bilan avec le client de fin d'année. Et quand on a commencé donc l'entretien, j'ai d'ailleurs même commencé par ça, c'est-à-dire que j'ai commencé par le réajustement des tarifs avant même de lui présenter mes travaux et son bilan. Alors, les conséquences m'ont plutôt surpris, puisqu'effectivement, je m'attendais et j'étais préparé à avoir le refus d'un grand nombre de clients, voire même d'en perdre. Et ça a été l'effet inverse, puisqu'au final, nous n'avons perdu donc aucun client. Et l'ensemble des clients l'ont très bien accepté. Et il y en a même qui m'ont dit « Ah il était temps ». Alors, le bénéfice du cabinet, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le cabinet gagne, on va dire, plus d'argent et que l'ensemble de ces bénéfices a été réinjecté à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on a une équipe qui aujourd'hui est encore plus motivée qu'avant et fait du meilleur boulot. Donc, ça a été bénéfice pour tout le monde, y compris les clients que les collaborateurs. Alors, ce qui m'a amené à mener cette action, c'est notamment l'ensemble des formations que j'ai pu faire avec Pascal, qui m'a ouvert les yeux sur la profession d'expert comptable, le management au niveau du cabinet, et à me remettre en question et à prendre du temps pour moi, puisque le temps pour les clients, je le prenais, mais le temps pour le cabinet, je ne le prenais pas. Très bon exemple, travailler sur son cabinet plutôt que dans son cabinet. Alors moi, j'ai envie il faut les deux bien sûr, j'ai envie de te poser la question Pascal, quel est le lien que tu vois entre le marketing et le management? Parce que finalement, il y a quand même des analogies. Alors d'abord, je voudrais remercier David, qui est un garçon charmant. Je ne sais pas si tous ses clients lui ont dit « Ah, enfin, j'attendais cette augmentation avec impatience ». Elle est arrivée comme les agriculteurs attendent la pluie actuellement. Mais je crois savoir que David a une qualité,
qui n'est pas de comprendre ce qu'on lui dit, mais qui est d'appliquer ce qu'on lui dit. Vous connaissez le dicton selon lequel savoir sans faire n'est pas savoir. Et donc, le premier conseil que je me permettrai de donner aux uns et aux autres, c'est moins de savoir que de réfléchir à la façon dont on peut mettre en œuvre. Et David a su mettre en œuvre cette segmentation, a su mettre en œuvre cette élaboration de plan d'action par segment, et ensuite, bien évidemment, à respecter à la lettre ce segment, ce qui n'est pas simple, bien évidemment, parce qu'on préférerait annoncer une réduction d'honoraires, par exemple, qu'une augmentation d'honoraires. C'est plus confortable, mais il n'a pas choisi la facilité, et c'est donc dans la difficulté, parfois, ou dans l'inconfort, qu'on retire les meilleurs profits. Alors, ce lien entre marketing et management, je voudrais comment dire, vous donner un exemple concret pour l'illustrer. Nous venons de terminer un intra dans un cabinet dont le pôle social compte une dizaine de collaborateurs. Et la responsable de ce pôle social souhaite augmenter l'implication des collaborateurs, leur proactivité et donc développer leur capacité à promouvoir, valoriser et pourquoi pas vendre certaines missions. Donc de manière très concrète, là aussi pareil, hein, pour être dans le faire plutôt que le seul savoir, de manière très concrète, donc on a pris deux missions. D'une part le bilan retraite et d'autre part le BSI. En ce qui concerne le bilan retraite, le prix initialement imaginé était de 650 €. Bon. Au regard du contenu de ce diagnostic retraite et par benchmarking sur les autres cabinets, j'étais en mesure de dire qu'il était sous-tarifé. Et donc, au début, je dis à cette responsable, écoutez, on ne peut pas le mettre à moins de 950 €. Et il a fallu que je bataille pour effectivement qu'elle accepte de l'augmenter de pratiquement 50%, je crois que c'était 45 ou 46% de mémoire. Le point sur lequel je voulais arriver, c'était quoi? C'était d'abord valoriser la prestation et être convaincu de la qualité de la prestation, parce que comme vous le savez, vous serez d'autant plus convaincant ou convaincante que vous êtes vous-même convaincu. Apprendre à ses collaborateurs à valoriser cette mission, c'est-à-dire à prendre conscience aux clients de la qualité, de la valeur de la prestation réalisée, et accepter également quelque chose qui est fondamental, c'est savoir dire non ou savoir s'entendre dire non. Et donc, cette responsable du pôle social me cite, comme assez souvent d'ailleurs en la matière, ces prestataires comme les banques qui proposent des diagnostics retraite à 0. Alors forcément, lorsque vous proposez une prestation à 650 et qu'en face, vous avez une prestation à 0, ça se présente plutôt pas très bien. Et lorsque vous avez en plus de ça quelqu'un qui vous recommande de passer de 650 à 950, vous avez envie de le mettre à la porte. Je rappelais simplement qu'il y a toujours, si vous voulez, un diable qui se cache dans les détails. Et je disais, mais pourquoi la banque le propose à 0? La banque le propose à 0 parce que sa stratégie, c'est de mettre un pied d'entrée, un pied dans l'entrée, et ensuite, bien évidemment, de vendre des produits, mais qui ne seront pas nécessairement au mieux des intérêts du client. Donc, l'argument est très simple. C'est d'une part, soit vous faites l'économie de 950 € ou de 650 € et vous avez un avis peut-être biaisé, qui ne sera pas au mieux de vos intérêts à long terme, soit vous vendez votre prestation à 950 € et à ce moment-là, vous avez un avis qui est au mieux de vos intérêts à long terme. Et bien évidemment, vous laissez le client choisir. Est-ce que tous les clients vont acheter la prestation à 950 €? Certainement pas. Et est-ce qu'inversement, tout client va aller à la banque parce qu'elle est offerte? Certainement pas non plus. Donc c'est ça un positionnement marché. Un positionnement marché, ça consiste à prendre une prestation, à la tarifer, logiquement, selon vous, à savoir la valoriser de manière à ce que le client prenne conscience de sa valeur et ensuite, bien évidemment, à la proposer tout en acceptant que certains disent non. Et c'est leur choix et il faut le respecter. Alors, quel est le lien? Le lien, il est évident. C'est que si je vends ma prestation à 950 plutôt qu'à 650 et que j'apprends en plus de ça à bien la vendre, à ce moment-là, je dégage une rentabilité qui me permet d'actionner ce levier motivationnel qui est un avantage de rémunération, une prime, etc., peu importe, tout en, bien évidemment, et c'est pour ça que je le répète, ça n'est pas le seul facteur motivationnel, mais tout
tout en apprenant finalement à ces salariés à bien vivre leur travail, à prendre confiance en eux parce que finalement ils ont valorisé la prestation, c'est-à-dire qu'ils ont su se valoriser eux-mêmes. Et donc il y a une forme de spirale vertueuse qui s'installe où vous avez des collaborateurs qui se montrent plus proactifs commercialement, qui savent valoriser la mission qu'on leur demande de pousser, qui pour certains décident même de la vendre, quitte à se retrouver dans cette petite zone d'inconfort face à laquelle donc on doit face au client, pendant laquelle on doit gérer la résistance du client et qui, in fine, donc, percevront une rémunération, sachant que là, on avait décidé donc d'une rémunération à la fois individuelle et d'une rémunération collective. Je terminerai juste en précisant deux citations. La première, elle est de Letterman. Letterman, c'est un gourou. Je me méfie du mot gourou, parce que le gourou est en général le premier à se gourer, mais il est perçu comme un gourou de la vente. Et Letterman dit « La vente commence quand le client dit non ». Et je pense qu'il faut s'apprendre à entendre non. Et puis, un non n'est pas un non. Vous savez qu'en vente, il n'y a que des optimistes. Il n'y a que des vendeurs optimistes. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent oui, d'autres qui vous disent non. Et parmi ceux qui vous disent non, il y en a qui vous diront oui demain. Donc, vous partez du principe que tout le monde vous dira oui. La deuxième citation que je voulais vous citer, c'est celle de Platon, qui à l'époque déjà disait « L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre ». Et je pense que là, il y a un domaine dans lequel le cabinet, les managers en général peuvent évoluer, c'est-à-dire faire en sorte que les collaborateurs trouvent au travers de leur prestation, de leur travail, de leur métier, des sources d'épanouissement, de réalisation personnelle. Et je pense que si l'on y ajoute d'autres facteurs motivationnels, comme la rémunération, j'y reviens, eh bien à ce moment-là, il est possible que l'on arrive à fidéliser un peu plus ses collaborateurs et à attirer de nouveaux talents, tout en gardant à l'esprit que, comme en vente, le 100% de oui n'existe pas, le 100% de fidélisation n'existe pas, et que vous n'arriverez jamais à convaincre 100% des collaborateurs à venir vous rejoindre, ce qui n'est finalement pas une si mauvaise nouvelle que cela, puisque vous n'avez pas de toute façon les moyens d'accueillir tout le monde. Merci beaucoup Pascal, à la fois pour les témoignages opérationnels que tu as livrés, puis la dimension un peu philosophique, mais philosophie opérationnelle que tu appliques dans les cabinets au quotidien. Et merci à tous les quatre pour vos conseils opérationnels. Alors, dans quelques instants, nous vous livrerons donc à chacun des participants un guide téléchargeable, comme nous vous l'avons indiqué au début de cet atelier EC. Nous l'avons préparé soigneusement pour vous tous les quatre. Il est temps, avant de le recevoir, de vous livrer à mon tour un bref conseil. Alors, il est lié à celui de mon expérience que je mène au sein du label Copilote depuis 12 ans. Alors, ça sera bien sûr de rester un cabinet indépendant, parce qu'on est vraiment convaincu au sein du label Copilote de la force de l'indépendance, mais en même temps de garder donc cette agilité d'indépendant, mais sans prendre le risque de s'isoler. Et c'est ce pourquoi j'ai créé le label Copilote en 2011, afin d'accompagner ensemble chaque cabinet membre dans son développement serein. Donc voilà, rester indépendant, mais ne pas rester isolé. Alors ce n'est pas tout, puisque pendant une heure, on a parlé un peu plus d'une heure d'expérience collaborateur, on a parlé d'expérience client, et on a décidé au niveau du label Copilote, pour conclure cette intervention, de vous proposer en exclusivité à vous aussi une expérience. Alors ça serait celle de, si vous en êtes d'accord, de découvrir le label Copilote en vrai. Donc, de découvrir nos membres, nos outils, nos méthodes, et tout cela sans engagement. Donc, on a lancé pour vous une offre découverte qu'on va vous passer à l'écran. Et on va vous proposer de vivre avec nous pendant 3 mois un concentré du label Copilote à des conditions spéciales atelier EC. Donc, si vous êtes tenté pour nous découvrir nos membres, nos méthodes, nos outils, on peut vous le proposer dès maintenant, et je ne vous en dis pas plus puisque Coralie va vous transmettre le lien pour en bénéficier dans le chat. Alors, pour des raisons pratiques, on a décidé d'ouvrir cette découverte à 10 cabinets, puisque ça constitue un petit peu notre limite pour bien accueillir et contenter tous les bénéficiaires. Alors, bien évidemment, cette découverte nous permettra de valider l'intérêt mutuel, à la fois l'intérêt pour votre cabinet, ce que le label et ses cabinets membres peuvent vous apporter, et puis évidemment l'intérêt aussi dans l'autre sens pour le label Copilote, c'est-à-dire ce que vous pourrez apporter aux membres du label et au label.
Voilà. Donc, comme promis, on va vous poster dans le chat un lien qui vous permettra maintenant à la fois d'accéder à cette offre découverte. Donc, on vous poste le lien dans le chat partagé et puis de télécharger notre guide. Mais ce n'est pas tout puisque nous aurons l'occasion de pouvoir, on a organisé quelque chose de particulier cette année, c'est de pouvoir vous accueillir pour ceux d'entre vous qui participeront au congrès, puisque nos 4 consultants seront à nos côtés du label Copilote pour vous accueillir et de vous donner rendez-vous directement sur le stand et donc pour échanger autour des problématiques qu'on aura pu présenter et de vos attentes. On aura aussi l'occasion de vous livrer un cadeau spécial Atelier EC si vous venez nous rendre visite à Paris. Donc, on vous dit à très vite et au plaisir de nous rencontrer sur le stand avec nos 4 consultants. Voilà, l'atelier EC se termine et nous vous souhaitons une belle journée. À bientôt pour les ateliers EC. Au revoir.